élargir votre logique. Vous avez bien compris le SEO, vous savez d'où ça vient. Vous avez vu plein de techniques, plein d'astuces. Aujourd'hui, maintenant, on va se poser une autre question sur quelle est l'évolution logique du SEO. Et donc, je vous propose d'aller vers un SEO plus inclusive en parlant justement du SXO. Alors, pour vous raconter un peu qui je suis, au départ, je viens du SEO, c'est-à-dire que j'ai fait toute ma carrière, ça fait 10 ans que je travaille dans le SEO, et j'ai vu les changements du métier, j'ai vu énormément de choses changer. Et j'ai travaillé en agence, j'ai travaillé auprès de très belles marques, et là, depuis 3 ans, j'accompagne des entreprises justement à la mise en place d'une stratégie digitale, d'une stratégie web marketing. Et pourquoi est-ce qu'il y a besoin de les accompagner à la mise en place de cette stratégie web marketing? Parce que justement, arriver et vouloir faire du SEO, c'est souvent pas suffisant. Il faut se poser d'autres questions avant. Alors, le SXO, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du SXO? Est-ce que c'est un terme qui vous est familier? Très familier ou vous en avez juste entendu parler comme ça? Très familier, très bien. Bon, pour les autres, le SXO, on peut se demander si c'est pas un buzzword, quelque chose dont la communauté raffole, ou tout d'un coup tout le monde en parle. Je vais vous raconter mon point de vue et puis on pourra en parler après à la fin de cette conférence. Le SXO, qu'est-ce que c'est? C'est le Search Experience Optimization. Donc en fait, c'est l'association des termes SEO et des termes UX. Le SEO, c'est donc le référencement naturel. Vous en avez beaucoup entendu parler aujourd'hui. Ça date du début du web. Donc, connaissez-vous la date du début du web? 91. Et l'UX, c'est le User Experience. C'est donc une approche qui a été apportée par Donald Norman dans les années 90, où justement l'objectif, c'était de remettre l'utilisateur au centre de notre réflexion. J'étais pas tout à fait satisfaite des définitions que j'ai trouvées, donc je vous en propose une. Pour moi, le SXO, c'est l'amélioration des actions web dans le but d'optimiser votre visibilité sur les moteurs de recherche, mais également de convertir les internautes. Et c'est cette notion-là qui, pour moi, est aujourd'hui très importante. Quand on parle de SEO, oui, j'aime bien rappeler 3 chiffres. La première, c'est que 93% des utilisateurs, lorsqu'ils commencent une expérience sur le web, passent par un moteur de recherche. Google. À ce chiffre-là, je rajoute qu'en général, 75% des utilisateurs ne vont pas au-delà de la première page des moteurs de recherche. On a ensuite un deuxième chiffre qui est que qu'il y a 79 milliards de dépenses qui sont provisionnées par les entreprises pour 2020 en SEO. Ça veut dire que cette notion de SEO, c'est toujours quelque chose d'incontournable pour l'entreprise et que les dépenses augmentent. Et enfin, les fameux plus de 200 facteurs de ranking, dont on ne connaît pas bien la pondération, qui montrent qu'en fait, notre travail de référenceur, on le fait parfois un petit peu à l'aveugle. Et c'est pour ça que c'est important d'aller comprendre ce qui sous-tend tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut faire en SEO, et d'aller comprendre les bases, les fondements de notre travail. Quel est le problème du SEO aujourd'hui? Le problème du SEO aujourd'hui, c'est qu'en fait... Excusez-moi. Le problème du SEO aujourd'hui, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on travaille pour lui. Alors lui, on peut l'appeler Brian. Brian, c'est un jeune homme blanc qui a environ 35 ans, qui a fait des études supérieures, qui est un peu geek, qui adore l'innovation, vraiment, qui aime beaucoup, beaucoup l'innovation, surtout si elle a un lien avec la data. Mais sauf que les utilisateurs que vous avez aujourd'hui sur votre site web, est-ce que ce sont des Brian ? Non, la réalité, c'est que les utilisateurs que vous avez aujourd'hui sur votre site web, ce sont eux. Ils ont des profils qui sont beaucoup plus variés. Ils ont des attentes qui sont différentes. Ils ont des expériences de navigation qui ne sont pas forcément les mêmes et ils n'ont pas envie de voir la même chose sur votre site, que ce soit en termes de messages ou que ce soit en termes de fonctionnalité. Et ça, Google, il l'a bien compris. Google, il l'a très bien compris. Il a compris qu'aujourd'hui, il avait un biais dans ses recherches et c'est pour ça qu'il passe son temps à s'améliorer, à faire ce qu'on appelle des changements d'algorithme. Le biais, c'est-à-dire la différence entre ce que lui veut proposer et ce que les utilisateurs attendent réellement. Les moteurs de recherche, leur objectif principal, après on parlera un peu plus de Google, mais c'est de satisfaire les internautes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent que vous passiez par leur outil en premier pour faire vos requêtes et pour utiliser le web. Google, pour faire ça, il a énormément travaillé ces dernières années. Et depuis 2011, il passe sa vie à faire énormément d'évolutions qui tendent toutes en fait vers une seule et même chose, la qualité de l'expérience utilisateur sur ces pages de recherche.
Est-ce que vous connaissez tous ces évolutions d'algorithmes ou est-ce que vous voulez qu'on en reparle? Alors juste, non c'est bon. Très rapidement, l'objectif en fait c'est de vous faire comprendre qu'avec Panda, l'objectif de Google c'est d'améliorer la qualité de nos pages. Avec Penguin, son objectif c'est d'améliorer les liens, la manière dont les sites vont parler entre eux et vont s'envoyer du contenu. Hummingbird, on commence à réfléchir à l'adéquation entre la requête de l'utilisateur et le résultat proposé. Avec Opossum, il comprend que les utilisateurs commencent à faire de plus en plus de recherches et que les utilisateurs ont besoin de trouver des informations plus locales qui sont autour d'eux. Avec le Mobile First, il prend en compte en tout cas nos usages mobiles, le fait qu'on est tout le temps sur nos smartphones, et donc il optimise ses pages de résultats de recherche, mais pour les mobiles. Et enfin, plus récemment, en 2017, avec Fred et Phantom, eh bien, il retravaille justement toutes les notions d'autorité et comment est-ce que lui peut encore, toujours et encore plus, proposer des requêtes pertinentes, des résultats pertinents aux requêtes des utilisateurs. Vous voyez bien qu'en fait, lui, il n'a qu'une idée en tête, c'est de s'adapter à l'utilisateur. En fait, Google, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'UX en permanence. Et donc, alors qu'auparavant, l'entreprise était toujours un peu en train d'être en équilibre entre des besoins SEO et des besoins UX. Aujourd'hui, moi, je suis convaincue qu'on peut allier les deux. Parce que, justement, Google et les autres moteurs de recherche qui suivent Google tendent à vouloir faire de l'UX. L'UX vient prendre part complète à notre travail de référenceur. Pour ça, je vous ai proposé une approche où en fait, on va prendre en compte plusieurs éléments pour justement correctement réfléchir son UX. Pour faire ça, on va d'abord se poser la question du site web, mais pour qui est-ce qu'on fait un site web? Aujourd'hui, vous voyez encore énormément de sites web qui sont des sites brochures ou des sites qui ne sont pas bien réfléchis. Alors forcément, par rapport aux conférences que vous avez eues aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que ce soit le cas sur les sites internet, mais si vous allez sur beaucoup de sites aujourd'hui, il y a encore cette problématique de dire mais qu'est-ce qu'ils ont voulu me dire ici? Je ne comprends pas, moi utilisateur, je ne sais pas quoi trouver. Et c'est bien là la première problématique. Pour qui on fait un site web? Et c'est là où en fait la marque a des objectifs, elle veut vous vendre des choses. Les utilisateurs ont envie d'apprendre des choses ou de découvrir des choses en allant sur votre site web. Et c'est important d'aller trouver les liens entre ces deux éléments, d'aller trouver une adéquation de message. Pour trouver cette adéquation de message, vous avez deux outils à votre disposition, les personas et les parcours utilisateurs. Ce sont des outils que vous connaissez, j'imagine. Est-ce que vous les utilisez? Pas vraiment, c'est justement ça tout le problème. Et en fait, en utilisant les personas et les parcours de navigation, on passe d'une marque qui va raconter un message à une marque qui va être à l'écoute de ses utilisateurs, une marque qui va être dans une écoute attentive. Alors, quand on parle de persona, si vous avez assisté à la conf d'avant, ils ont un article qui, à mon avis, est pas mal sur comment est-ce qu'on construit un persona. Moi, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il y a des personas dont on a souvent entendu parler en marketing, et il y a les personas web. Et le persona web est différent du persona marketing traditionnel. Lorsque dans un persona de marketing traditionnel, on va aller chercher des informations de genre, de CSP, de niveau d'études, de là où ils vivent, en web marketing, ce qui va nous intéresser, c'est particulièrement la personnalité de l'utilisateur, ce qui va faire vibrer l'utilisateur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand vous êtes sur le web, et plus souvent quand vous êtes un pure player, vous ne connaissez pas vos utilisateurs, vous ne les voyez jamais. Même si vous êtes très bon en analytics, même si vous êtes très proche de votre service client, vous n'avez pas de visualisation, vous ne vous représentez pas vos utilisateurs. En faisant le travail d'aller faire un persona, vous allez vous forcer à aller beaucoup plus dans le détail et à mieux comprendre qui sont ces utilisateurs et ce dont ils ont besoin. Donc, voilà, c'est un point important à prendre en compte. Ensuite, derrière, la suite logique de cette réflexion de persona, c'est le parcours utilisateur. Le parcours utilisateur, ça va être prendre un persona, aller chercher un scénario, ce pourquoi il vient sur le site, et de voir toutes les pages qu'il va visiter. En regardant les pages qu'il va visiter, là, on va pouvoir se demander ce que la marque a à lui répondre à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on va vraiment commencer à créer un lien entre ce que l'utilisateur attend sur la page et ce que la marque a envie de dire sur cette page, et derrière, plus particulièrement, quel call to action, c'est-à-dire quels CTA vont être mis en place et comment on va inciter l'utilisateur à aller jusqu'au bout de l'expérience et à réaliser là où les conversions qui vont nous intéresser.
En réfléchissant tout ça, vous allez donc pouvoir créer une arborescence qui va être une arborescence cohérente. Vous allez avoir des landing pages qui vont être dédiées et qui vont être particulièrement bien travaillées avec une analyse sémantique optimisée et bien spécifique. Vous allez donc travailler aussi des parcours de navigation performants et surtout des CTA qui sont adaptés aux utilisateurs. Et en fait, ça, c'est une stratégie gagnante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche, quand ils viennent vous voir, ils prennent ces éléments en compte, ces éléments de navigation. C'est quelque chose qui rentre dans le calcul de ranking. Deuxième point dont je voudrais vous parler, c'est la notion d'ergonomie. La notion d'ergonomie, pourquoi? Parce qu'en fait, ok, mes visiteurs, ils ont certains besoins, mais derrière, moi, il faut que j'aille chercher la technologie pour justement répondre à ces besoins. Quels sont les besoins qu'ont mes utilisateurs en termes de technologie? Et bien pour ça, il y a un impact mapping. Est-ce que l'impact mapping, c'est un outil que vous connaissez? L'impact mapping, c'est un outil où en fait, je vais reprendre un de mes objectifs de marque, je vais reprendre mes utilisateurs et leurs besoins, et va en découler justement toutes les notions de fonctionnalité qui vont être nécessaires sur mon site web. Est-ce qu'ils vont avoir besoin d'un bouton mise au panier beaucoup plus rapidement que sur les sites traditionnels? Est-ce qu'ils ont besoin de pouvoir s'abonner à une newsletter? Est-ce qu'ils ont besoin de plein de choses? Et j'attire votre attention ici sur le concept de standard web. Qu'est-ce qu'un standard web? C'est juste le fait que les gens aujourd'hui ont des habitudes de navigation particulières sur les sites web. Auparavant, il y a encore quelques années, quand vous aviez un site web, vous pouviez choisir de mettre votre menu en haut ou bien à gauche. Ça posait aucun problème, les utilisateurs regardaient et trouvaient votre menu. Aujourd'hui, si votre menu n'est pas en haut, votre site web va paraître surprenant. Si, quand je clique sur le logo qui se trouve toujours en haut à gauche, rien ne se passe, je vais être surprise. Si vous souhaitez que la personne se connecte, il va falloir lui mettre le bouton où ça? En haut à droite. Voilà, c'est ce qu'on appelle des standards. Ces standards-là, ce sont également des attentes de vos utilisateurs. Et voilà, alors ça, c'est les grands standards web, je vous ai donné des génériques, mais vos utilisateurs, parce qu'ils sont très tech, ou parce qu'ils ne sont pas tech du tout, justement, pour plein de raisons différentes, ils vont avoir des attentes qui vont être différentes en termes de fonctionnalité. Et c'est ça qu'on va aller chercher avec l'impact mapping. On va aller chercher les outils qui sont nécessaires à la construction de ces éléments-là. Une fois que vous avez trouvé ces outils, il va falloir vous assurer que ça marche bien, que c'est bien mis en place. Et c'est là où vous allez utiliser justement tous les outils qui sont mis à disposition, alors soit par les moteurs de recherche, soit justement par tous les outils dont vous avez entendu parler aujourd'hui, là sur les 2 derniers jours, pour aller voir si votre site est responsive, ou bien s'il est bien adaptif, à vous de voir, pour aller voir si les temps de chargement sont adaptés aux attentes des utilisateurs. Parce que bien sûr, on vous dit qu'il faut des temps de chargement courts, mais est-ce que vos utilisateurs veulent plutôt 2 secondes ou sont capables d'accepter 3-4 secondes? À vous de le savoir. Ça va également vous permettre d'avoir un bon linking interne. Et en fait, en vous posant cette question de comment est-ce que je mets en corrélation les besoins des utilisateurs avec la technologie, on voit apparaître ce que Google pousse depuis quelques années, le concept des données structurées. Comment est-ce que je mets en valeur des informations de texte pour que Google comprenne mieux ce que je suis en train de raconter et puisse mieux ressortir mes pages auprès des utilisateurs. Troisième point que je vous propose d'aborder, c'est la notion de rentabilité. Comment est-ce qu'on va reprendre en compte justement ce pourquoi je fais le site? Parce que c'est bien d'avoir réfléchi aux utilisateurs, c'est bien de se poser la question de qu'est-ce qu'ils veulent, comment est-ce que je peux leur faire plaisir, mais la marque au départ, elle a un besoin originel, elle a un objectif. Cet objectif-là, on va s'appuyer justement sur plein d'outils technologiques qui sont à notre disposition grâce au digital justement pour valider la performance de nos actions. Pourquoi est-ce que je dis grâce au digital? Parce qu'en marketing traditionnel, c'est plus compliqué d'avoir accès à de la data. Alors qu'aujourd'hui, avec le web marketing, il y a plein d'outils qui vont collecter des informations sur le comportement des utilisateurs, sur les requêtes des utilisateurs, sur énormément de choses qui vont vous permettre de bien construire vos KPI. Parce que si vous allez directement dans votre outil de Web Analytics, vous allez être perdu. Et c'est ce qui se passe pour énormément de gens aujourd'hui. Un outil d'analytics, c'est une mine d'informations. Et alors, comme dans toutes les mines, c'est compliqué d'aller trouver le bon sillon qui va vous faire gagner plein d'argent. On peut taper dans la pierre pendant des années et rien trouver. Avec un KPI, vous allez avoir un guide. Avec le KPI, tout le monde sait ce que c'est? Key Performance Indicator. Ok.
excusez-moi, je vérifie juste. Avec le KPI, vous allez avoir ce guide. Vous allez pouvoir définir ce que vous voulez suivre et vous pouvez aller définir derrière des métriques très précises. Ça va être votre périmètre d'analyse. Et ce périmètre d'analyse-là, il va vous permettre justement d'aller construire des rapports qui sont orientés action. C'est-à-dire que comme j'aurais bien défini mon paramètre d'analyse, j'aurais été chercher les bons éléments à suivre, je pourrais les suivre sur la durée, et donc avoir des actions très rapidement à mettre en place pour optimiser ce que je suis en train de faire. Mais le point fort de ces KPI, c'est qu'en fait, si je les ai bien réfléchis en amont, je vais également pouvoir réaméliorer ou améliorer mes personas, mes parcours utilisateurs et mon impact mapping. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une logique itérative où, comme je vais avoir plus d'informations, je vais mieux comprendre ce que font mes utilisateurs et donc je vais pouvoir améliorer les actions que je vais leur proposer, ou en trouver de nouvelles, d'ailleurs. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, c'était ça que je voulais vous proposer, cette nouvelle approche qu'est le SXO, qui prend en compte en fait ces trois grandes dimensions auxquelles il faut réfléchir, c'est encore à construire. Le fait est que le SXO, c'est peut-être un buzzword, mais c'est quand même une réalité dans le travail du référenceur aujourd'hui. On ne peut plus laisser l'utilisateur de côté, tout simplement parce que le moteur de recherche s'intéresse à l'utilisateur, mais également parce que les entreprises s'intéressent à la conversion. Voilà. Et pour vous aider, si vous voulez, je vous ai préparé un petit pense-bête avec toutes les informations dont je vous ai parlé aujourd'hui. S'il y avait des questions sur les personas, sur l'impact mapping, etc., j'ai également des outils que je prépare. Je fais également des formations, donc j'ai également des outils que je prépare pour les gens que j'accompagne. Tout est disponible sur mon site et sans aucune logique d'inbound marketing. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'y réfléchisse. Mais non, je donne vraiment ces outils gratuitement. Voilà. Je vous remercie.